Mbote moninga. Salutations l'ami avec eux. Bienvenue dans cet espace de temps où l'impossible touche au réel, où le possible devient douteux, et où les limites du possible sont repoussées jusqu'à l'impossible. N'applaudis pas, reste concentré. Tu dois trouver la souris, c'est-à-dire des histoires vraies dans le tas d'histoires que je m'apprête à te raconter. Ok? C'est parti. Lumière, moteur, action. J'ai une question à te poser. Prends-tu ton confort pour acquis? C'est vrai quoi, s'asseoir confortablement dans son canapé bien au chaud, ce n'est pas donné à tout le monde. J'oserais même dire que c'est un privilège. Maintenant, prends un instant et imagine-toi que les circonstances soient différentes et que ce canapé si confortable soit en fait une chaise électrique. Effrayant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce dont va parler la prochaine histoire. Il était 9 heures. C'était l'heure d'exécution de Raymond Edmondson, appelé Ray Ray. Même le criminel le plus endurci ne peut échapper à la peur de savoir qu'il est sur le point de mourir. La peur de la mort fait trembler tout le monde. C'était une longue route solitaire pour Ray Ray. Les gardes l'ont conduit dans la salle d'exécution, puis le firent asseoir sur la chaise électrique. Ensuite, ils commencèrent les préparatifs de son exécution. Ils lui mirent d'abord des sangles aux mains pour maintenir le corps fixe lorsqu'il reçoit la charge électrique. Puis, ils lui mirent des cache-œils pour retenir les yeux en place, car ils peuvent sortir de leurs orbites. Et enfin, la touche finale, des électrodes placées sur la partie rasée du crâne. Tout était fin prêt. Ce qu'il restait maintenant, c'est de baisser le levier pour faire passer un courant de plus de 1300 volts dans le corps de Ray Ray. Les tests sur le courant avaient déjà été réalisés et tout fonctionnait normalement. Ray Ray était condamné pour meurtre au premier degré. Son avocat, maître Sika, était convaincu de son innocence. Et bien que c'était son premier dossier en tant qu'avocat commis d'office, il avait fait tout son possible pour défendre son client. Mais il n'a pas été en mesure de prouver son innocence, ni même de créer un doute raisonnable dans l'esprit des jurés. Le matin de son exécution, on réveilla Ray Ray à 6 heures. Il prit son dernier repas avec le plus grand calme. Il savourait chaque bouchée de son repas. C'était le repas le plus bon de sa vie. Ensuite, on lui rasa le crâne. Puis il se promena quelques instants dans la cour, contemplant une dernière fois le ciel. Ray pensa aux circonstances qui l'avaient amené à cette situation. 3 témoins oculaires l'avaient identifié comme le braqueur qui avait abattu le propriétaire d'un magasin. Pourtant, il n'y avait aucune preuve de sa présence sur les lieux. Et l'arme utilisée pour commettre le meurtre n'a jamais été retrouvée. Des gens l'ont juste identifié comme le tueur et c'en était fini pour lui. Sa vie a basculé en un instant. Il n'avait cessé de clamer son innocence, mais tout coupable qui se respecte dit toujours qu'il est innocent. Alors sans alibi, ça ne servait absolument à rien. Si seulement j'avais eu un alibi, il pensa. Enfin, aux environs de 7h30, il entra dans sa cellule pour prier. Raymond était un vétéran de la guerre du Vietnam. Après qu'il soit rentré en Amérique, il avait tout perdu. Dès lors, il commençait à vivre comme un sans-abri. Et maintenant, il était condamné pour un crime qu'il n'avait même pas commis. Quelle poisse! Revenons-en à l'exécution. Donc il ne restait plus qu'à baisser le levier pour passer le courant. Ray était en sueur et il serrait ses poings. Le gardien baissa le levier, mais rien ne se passa. Il réessaya encore, mais toujours rien. Alors le directeur somma le gardien de vérifier l'installation, puis de recommencer. Mais toujours rien. Tous ceux qui assistaient à l'exécution étaient confus. Mais qu'est-ce qui se passe? Sauf l'avocat de Raymond qui était aux anges. Le directeur fut contraint de reporter l'exécution au lendemain, en attendant que le matériel soit inspecté et pour qu'il vérifie ce qui n'allait pas. Après inspection, les électriciens n'ont trouvé aucun défaut d'ordre électrique. Le plus étrange dans cette histoire, c'est qu'au moment même de l'exécution de Ray Ray, un homme armé fut arrêté
en plein braquage dans un magasin. Les policiers qui l'ont arrêté étaient les mêmes que ceux qui avaient arrêté Ray. Et ils ont été ébahis par la ressemblance entre cet homme et Ray. La ressemblance était vraiment frappante. Avant que les tests balistiques ne soient effectués sur l'arme qu'il tenait, le type a avoué que c'est lui l'auteur du meurtre pour lequel Ray a été condamné. Ray avait passé 6 ans de sa vie derrière les barreaux pour ce crime. Un crime qu'il n'avait même pas commis. Mais 2 jours avant son 50e anniversaire, Ray était libre. Libre enfin de pouvoir poursuivre sa vie. Libre d'en pouvoir faire quelque chose de meilleur. Se pourrait-il que cette histoire soit vraie? Est-ce qu'un système électrique qui fonctionnait sans faille peut soudainement être défectueux au moment de l'exécution? Non pas une fois, mais 3 fois de suite. En considérant le fait que Ray était innocent, on pourrait voir ce dysfonctionnement de la chaise électrique comme une intervention divine. Ou peut-être que l'explication est aussi simple qu'un moteur de voiture qui ne s'allume pas après plusieurs tentatives et qui se met en route subitement. Chacun croit ce qu'il veut bien croire. À toi d'en juger. Fiction ou réalité? Prochainement, un garçon qui vit dans la peur à cause d'un monstre dans son placard. Quelles étaient tes peurs d'enfant? Était-ce le croque-mitaine? Un monstre sous le lit? Ou peut-être juste la peur de l'obscurité? Moi personnellement, je t'avoue que j'avais peur de l'obscurité. Dans l'obscurité, même une chaise ou un habit peut devenir un monstre sous un certain angle. Certains d'entre nous surmontent cette peur plutôt dans leur enfance, tandis que pour d'autres, elle persiste pendant longtemps. Et c'est le cas pour le garçon de cette histoire. Danny est un garçon de 10 ans. Et depuis qu'il a 5 ans, il a peur de quelque chose qui se cache dans son placard. Il dit qu'il y a un monstre dedans. Ses camarades de classe se moquaient de lui, le traitant de trouillard. Il le tourmentait. Il était devenu le souffre-douleur à l'école. Même son grand frère Alex, qui a 12 ans, faisait partie du groupe qui le tourmentait, qui se moquait de lui. Danny vivait constamment dans la peur de jour comme de nuit, de jour avec ses camarades de classe, et de nuit avec des cauchemars à propos d'un monstre dans son placard. Danny était tellement persuadé qu'il y avait un monstre dans son placard qu'il lui arrivait de passer la nuit sur le canapé dans le salon. Une nuit, alors qu'il dormait sur le canapé, sa mère le trouva. Elle fut très surprise. Alors, elle le ramena dans sa chambre, alluma les lumières et entra dans le placard. Elle fit comme si elle cherchait ce monstre, puis lui dit « Tu vois, il n'y a aucun monstre là-dedans. Tu n'as pas à avoir peur. » Alors Danny demanda à sa mère si elle pouvait rester avec lui pour passer la nuit. Elle lui répondit « Tu dois surmonter ta peur, Danny. Tu es un grand garçon maintenant. Allez, vas-y, dors maintenant. » Mais Danny n'a pas pu fermer l'œil de cette nuit, car dès que sa mère a éteint les lumières et qu'elle est sortie de la chambre, Danny s'est caché sous sa couverture. Et dans l'obscurité de la nuit, il pouvait entendre le grincement de la porte de son placard qui s'ouvrait. Le lendemain, on pouvait constater les cernes sur les yeux de Danny, montrant qu'il n'avait pas pu fermer l'œil. C'est dire à quel point il était effrayé, terrorisé. Un jour, alors qu'il se faisait pourchasser par le groupe de son grand frère Alex, il se réfugiait dans leur maison. Malheureusement pour lui, son frère entra avec ses amis. Et il eut la merveilleuse idée de l'emmener dans sa chambre, puis de l'enfermer dans son placard. Danny s'est battu bec et ongle. Il s'est battu comme un damné pour ne pas y entrer. Il leur mordait, leur donnait des coups de pied, des coups de poing. C'était la première fois qu'il y voyait Danny aussi combatif. Puis Danny défia son grand frère. Il lui a dit « Si tu suis courageux, toi, vas-y, entre dans le placard. » Alors, pour lui montrer qu'il n'était rien de plus qu'un trouillard, son frère Alex entra dans le placard, puis ferma la porte. Quelques instants après, il se mit à crier « Aidez-moi, aidez-moi! Sortez-moi de là! S'il vous plaît, ouvrez la porte, je vous en prie! Ouvrez la porte, sortez-moi de là !»
Tous ses amis qui étaient à l'extérieur avec Danny se mirent à rigoler, pensant qu'il enfonçait le clou en se moquant de Danny. Face à tout ce boucan, leur mère entra dans la chambre et demanda ce qui se passait. Aucun d'eux ne pit pas mot. Le silence absolu. Même Alex, qui était caché dans le placard, ne faisait plus aucun bruit. La mère devina qu'ils embêtaient encore Danny. Donc elle alla ouvrir le placard. Elle ouvra, mais personne ne se trouvait à l'intérieur. Elle s'aperçut juste qu'il y avait des vêtements sur le sol et demanda à qui ils appartenaient. Ses amis stupéfaits répondirent « C'est à Alex. » Mais où est-ce qu'il est passé? Il était à l'intérieur il y a quelques instants. Il n'y a même pas une minute. La mère ne comprenait pas. Alors Danny dit à sa mère « Il l'a emporté. Le monstre a emporté Alex. Je te l'avais dit, maman. Il y a un monstre à l'intérieur. » Leur mère, ne trouvant toujours pas Alex, appela la police. La police a effectué des recherches dans ce placard et ils ont abouti à la conclusion qu'il n'y avait aucun autre moyen de sortir du placard si ce n'est que par la porte. Ensuite, la police demanda à la mère si ce n'était pas une fugue. Car comment pouvait-il accepter l'idée qu'un enfant se soit tout simplement volatilisé dans un placard, emporté par un soi-disant monstre, et ne laissant pour seul indice derrière lui que ses vêtements? C'était absurde. Le frère de Danny, Alex, n'a plus jamais été vu ou entendu après cet événement. Que s'est-il réellement passé? Alex a-t-il fait une fugue? Y avait-il une autre issue dans le placard que personne n'a jamais découvert? Ou peut-être que c'est juste une leçon tragique sur le fait de ne pas se moquer de ce qu'on ignore. Et cette leçon a été enseignée par un esprit caché profondément dans l'obscurité du placard de Danny. Ou peut-être bien que cette histoire provient des recoins les plus profonds de l'imagination. À toi de le deviner. Prochainement, un conte de fées sur une maison et un rêve. Depuis quelque temps déjà, Alice ne cesse de faire le même rêve encore et encore. Elle visite une maison qu'elle juge parfaite à tout point de vue. Son mari et elle sont à la recherche d'une maison. À chaque fois qu'elle faisait ce rêve, elle le racontait à son mari. Elle disait « Luc, tu aurais dû le voir. C'était une maison formidable. Un étage, une cour immense, des arbres magnifiques. » Mais Luc se montrait un peu plus réaliste. Il la disait « Nous cherchons une maison modeste, Alice. Ce que tu me décris là, c'est une maison qui ne rentre pas dans notre budget. » La dernière maison qu'ils avaient visitée était une maison charmante. Mais ce n'était pas encore ça d'après Alice. Ce n'est toujours pas la maison que je cherche. Luc se tue à lui faire comprendre que la maison qu'elle voit dans ses rêves n'est que le fruit de son imagination. Mais elle n'en démordait pas. Cette nuit-là, comme les autres nuits d'ailleurs, elle rêvait encore de la même maison. Et comme toujours, c'était un rêve sublime. La maison était si accueillante. Elle était comme aspirée à l'intérieur. Tout dans la maison était agencé dans la manière dont elle voulait que ce le soit. Alors que son esprit se baladait de pièce en pièce dans cette maison, elle sut que c'était la seule maison qui ferait son bonheur. La seule maison où elle se sentirait vraiment chez elle. Et elle savait que d'une manière ou d'une autre, cette maison sera tienne. Et subitement, son mari la réveilla. Et c'était encore parti pour un tour. Tu aurais dû le voir, Luc. Cette fois-ci, je suis rentré à l'intérieur. C'était si beau. Un plancher fait de bois dur. Des portes françaises ouvrant sur un jardin. Ah, c'est parfait pour nous. Idéal pour élever une famille. Cette dernière phrase fit plaisir à Luc, qui se mit à sourire. Il a répondu « Un jour nous aurons une maison comme ça. Pour le moment, concentrons-nous sur ce que nous pouvons nous permettre. Ok ?» Alice accepta malgré elle. Cet après-midi, ils allèrent visiter une autre maison. Mais sur la route, Alice aperçut une maison et dit à Luc de s'arrêter. Elle lui expliquait que la maison qu'elle venait de voir était exactement celle qu'elle voit dans ses rêves. Elle ne pouvait pas y croire.
Donc Luc s'arrêta et Alice sortit immédiatement de la voiture. Elle était tellement excitée qu'elle entra dans la parcelle. Elle disait à Luc, « Regarde, le garage est par là. » Puis elle alla ouvrir la porte de la maison. Son mari tenta de la retenir, mais il ne pouvait rien faire. « Regarde le plancher, il est fait de bois dur, comme je te l'avais dit. La porte française est par là. Tout est là, Luc. Laisse-moi te montrer la cuisine. » En entrant dans la cuisine, ils rencontrèrent un agent immobilier qui représentait la propriété. Elle leur expliqua qu'ils étaient chanceux car la propriété venait d'être mise en vente. Et elle a voulu leur faire le tour de la maison. Et Alice s'empressa de dire à Luc, « Tu vas adorer la cour arrière. Il y a une piscine. Tu en as toujours voulu une. » L'agent étonné demanda à Luc, « Votre femme a-t-elle déjà été ici avant ?» Il n'a pas su quoi dire. À la fin de la visite, ils ont fait une offre. Et l'agent alla consulter la propriétaire. Alice était nerveuse. Elle n'arrivait pas à tenir en place. Elle voulait cette maison. Mais elle se doutait bien que, pour une telle maison, leur offre n'était pas suffisante. Puis l'agent revint vers eux, et contre toute attente, l'agent leur informa que la propriétaire avait accepté. Alice sauta sur Luc, et les deux ont célébré l'achat de leur nouvelle maison. Puis, passé l'euphorie, Luc, intrigué, demanda, « Je ne comprends pas. Cette maison vaut bien plus que notre offre. Quel est le problème ?» L'agent répondit, « Je sais, je suis d'accord avec vous. Cette maison vaut bien plus. Mais que voulez-vous? La propriétaire m'avait dit de prendre la première offre. Un point, c'est tout. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui cloche avec la maison, du moins du point de vue structurel. » Luc dit, « Comment ça ?» Elle répondit, « C'est juste que la propriétaire est persuadée que la maison est hantée. » Alice, le sourire aux lèvres, répondit, « Je m'en fous de ce qu'elle pense. Nous, on prend cette maison. » Puis la propriétaire fit son apparition dans la pièce. Et l'agent les présenta. Quelle ne fut pas la surprise de la propriétaire lorsqu'elle vit Alice. Elle dit, « Mais je vous connais, vous. » Oui, c'est vous. C'est vous le fantôme. Vous êtes celle qui hante cette maison nuit après nuit sans relâche. Bien sûr, Alice y visitait cette maison. Chaque nuit, oui, mais seulement dans ses rêves. Alice a-t-elle vécu ce qu'on appelle une expérience hors du corps, c'est-à-dire que son esprit est sorti de son corps pour visiter cette maison. Clairement, la propriétaire de la maison était stressée et voulait immédiatement se débarrasser de cette maison, car elle avait vécu des événements paranormaux. Elle a clamé avoir vu l'image d'une femme parcourant sa maison, et quand elle a vu Alice, elle l'a immédiatement reconnue comme étant cette femme. C'est possible que son esprit lui ait joué des tours. Mais la question demeure, comment Alice pouvait-elle connaître chaque détail de la maison sans l'avoir visitée auparavant? Peut-être détenait-elle le fameux secret, le pouvoir de l'attraction. Ou peut-être aussi que toute cette histoire est montée de bout en bout. Qu'en penses-tu? C'est le moment de vérité, c'est le moment des révélations. J'imagine que tu t'es fait ton idée sur quelles histoires sont vraies et lesquelles sont fictives. Allez, revisitons ces histoires. Tout d'abord, nous avons eu l'histoire d'un condamné à mort qui a été sauvé d'une mort certaine par le dysfonctionnement de la chaise électrique. Cette histoire, te semble-t-elle possible? Oui, c'est possible. Mais pas dans ce cas. Fiction totale. Ensuite, nous avons eu l'histoire du garçon qui a peur du monstre dans son placard. Est-ce que l'idée d'une telle histoire est le fruit d'un événement réel? Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, oui, c'est le cas. C'est une histoire vraie. Enfin, notre dernière histoire s'agissait d'une femme qui rêvait d'une maison de ses rêves et qui l'a finalement trouvée. Penses-tu avoir deviné ce qu'était cette histoire? Est-ce que ces événements se sont vraiment produits? Oui, elles se sont produits. C'est une histoire vraie, encore une fois. Donc, pour récapituler,
2 de nos histoires étaient inspirées de faits réels et une n'était que de la fiction. Alors, es-tu arrivé à séparer la réalité de la fiction ce soir? As-tu été capable de trouver la souris? Si tu y es arrivé, écris j'ai attrapé Jerry dans les commentaires. Dans le cas contraire, eh bien, on t'a eu. Mais tu auras l'occasion de te refaire la prochaine fois. En attendant, si tu as trouvé ces histoires aussi bien divertissantes que stimulantes, mets-moi un pouce bleu. Abonne-toi. La prochaine fois que tu entendras une histoire qui te semble absolument fantasque, prends au moins le temps de considérer que cela puisse être une étrange réalité. Quant à moi, je te dis, Mbote Nayo, Tokomonana. Ciao.